Bonjour à tous. Voici donc une présentation sur les fondateurs, les associés, notamment le partage des parts d'equity entre fondateurs, mais pas seulement, aussi ce qu'on donne aux employés, aussi ce qu'on donne à des investisseurs. Ce sera une présentation un petit peu technique, basée un peu sur des fichiers Excel et des tableurs, mais il y aura une rapide deuxième partie sur aussi la culture et les valeurs qui me semblent indispensables pour des porteurs de projets dans leur engagement dans un projet de start-up. Alors, lançons-nous. La première slide, c'est un cas extrêmement célèbre puisqu'il s'agit de Google, comment Google a réparti les parts entre les fondateurs, les investisseurs, les employés et même un institut de recherche, puisque vous voyez que l'université de Stanford était actionnaire. On voit les chiffres de cette manière. On a deux fondateurs qui étaient deux jeunes chercheurs de l'université de Stanford, Sergey Brin et Larry Page, et on voit qu'ils ont 38 millions d'actions chacun, donc exactement le même nombre d'actions, qui représente 14,2% au moment de l'IPO, de l'entrée en bourse. Donc on parle vraiment de la construction des participations de la start-up sur la durée. On voit, comme je l'ai dit, l'université de Stanford, qui avait tout simplement accordé une licence sur un brevet à Google et qui avait eu 1,8 million d'actions. Je vous laisse faire le calcul de ce que représentaient les parts à la création de la société en divisant 1,8 million par 2 fois 38,5 millions. On voit des noms peut-être moins célèbres, encore que je pense que vous connaissez Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui avec David Sheraton, Andy Bersolsheim, et puis on voit la ligne Others juste en dessous, avait investi à peu près 1 million de dollars contre environ 15 millions d'actions. Donc on voit déjà une petite construction, c'était le premier tour. Le deuxième tour, qui s'appelle le série B, avait été fait par deux fonds de capital risque particulièrement célèbres dans la Silicon Valley, Kleiner Perkins et Sequoia, qui avaient chacun 23 millions d'actions. On voit que le série C est beaucoup plus petit, puisqu'il représente que 6 millions d'actions par rapport aux 47 millions du série B, alors que le série B c'était 25 millions et le série C c'était 20 millions, on reviendra là-dessus. Et puis chose très particulière à Google, sans doute, on voit qu'un chiffre de 40,7% de la société à Others. Les Others, ce sont les employés. Alors quels employés? Eric Schmidt, qui était le CEO de Google à une époque, à partir de 2001. Il faut savoir que Google a été créé en 1998. Il avait 5% de la société. Et Omid Kordestani, le patron des ventes, avait 1,8% de la société. Il faut ajouter qu'il y avait des actions qui avaient été créées lors de l'entrée en bourse, 5% des actions, et on aurait donc un total de 271 millions d'actions au total, qui représente 100% des actions. Je vous laisse d'ailleurs réfléchir à ce que peuvent représenter ce 14,142 000 et ce 271 millions d'actions. En fait, les deux fondateurs de Google étaient des nerds et le nombre d'actions était lié à des nombres célèbres. Pourquoi avait-il 38 millions d'actions et pas 10 millions ou 1 million? C'est parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut dans les actions dans une start-up. On y reviendra aussi. Alors maintenant, prenons un cas plus simple. On va essayer de reconstruire une histoire qui aurait pu être l'histoire de Google si ça s'était produit comme ça. Un professeur qui conseille, qui encadre son doctorant avec des résultats de la recherche qui ont été excellents et se disent on va faire une start-up. Le professeur connaît une personne expérimentée en business qui est prête à les rejoindre pour y travailler. Ils se sont mis d'accord, ils ont travaillé un peu ensemble. Comment devraient-ils partager l'equity? Je vous laisse réfléchir, ne serait-ce qu'une petite trentaine de secondes sur le sujet, parce que ça mérite réflexion. On se pose toujours la question de savoir ce qui compte pour partager l'equity. J'imagine que vous vous doutez qu'il y a un certain nombre de critères qui vont être importants. Je vous laisse à nouveau réfléchir, je pense que ça mérite réflexion. Vous pouvez même vous mettre en pause parce que je vais continuer la présentation. Et j'insiste sur le fait qu'il y a un certain nombre de critères qui vont être importants. Par exemple, la chose essentielle de mon point de vue dans le partage d'equity, c'est l'engagement futur, c'est l'expertise et la crédibilité, c'est ce qu'on apporte à la start-up future. C'est en fait presque plus important que la contribution passée. Les investisseurs vous diront toujours que dans une start-up, le passé n'a aucune importance, seul le futur compte. Et ça explique pourquoi on valorise des sociétés sur leur potentiel futur et rarement sur leur contribution passée. D'ailleurs, si les revenus s'arrêtaient du jour au lendemain, la start-up ne vaudrait plus rien alors qu'elle a pu avoir beaucoup de revenus dans le passé. Donc, vous comprenez pourquoi on a cet élément. Il y a une autre chose un petit peu technique, mais dont il faut se souvenir, c'est le terme de vesting. Alors, je ne sais pas traduire le terme vesting en
en français, je ne suis pas sûr qu'il y ait un mot, mais c'est l'idée que même si on se partage des parts et qu'on a 30% d'une société, ben en fait on a 30% virtuellement, parce que encore faut-il s'engager à rester dans la startup pendant un certain temps. Si vous avez 30% d'une startup et que le lendemain vous partez, il y a quelqu'un qui va se plaindre, c'est la personne qui reste. Donc il faut mettre en place un mécanisme qui consiste à dire que les 30% seront effectifs au bout de 4 ou 5 ans, hein, dans ce que j'ai écrit ici. Mais par contre, si on a 100% de ces actions au bout de 4 ans, au bout de 2 ans, on n'en aura que la moitié, au bout d'un an, on n'en aura qu'un quart, au bout de 3 ans, on en aura les 3 quarts. C'est un mécanisme extrêmement important qu'on appelle reverse vesting pour les fondateurs, parce qu'ils ont déjà leurs actions, mais ils sont obligés de les revendre au prix du nominal s'ils s'en allaient avant la fin de leur vesting, ce qu'on appelle le vesting en fait sans reverse pour les employés qui ont le même mécanisme quand ils rejoignent une startup. J'insiste sur le fait que l'argent investi dans une startup, c'est un élément dangereux. Il ne faut pas considérer ça comme un élément du partage d'equity entre fondateurs, il faut le considérer comme un investissement, comme des business angels après coup, sur la base d'une valorisation, on se mettrait tous d'accord. Mais le partage des parts initiales, dans un monde idéal, il faudrait que la société ne coûte rien à créer, 100 $, 1000 $, 5000 €, chacun peut mettre un peu d'argent. Mais s'il faut mettre tout de suite 100 000 € dans une société, on peut imaginer qu'un jeune doctorant n'a pas l'argent pour le faire et il serait pénalisé. Enfin, dernier élément qu'il ne faut pas oublier, qui ne se produit pas dans tous les cas, si la propriété intellectuelle appartient à une université ou à un centre de recherche, en général, il y a une licence et en échange duquel l'institut va prendre de l'equity, c'est typiquement 5% à l'INRIA, c'est 10% lorsqu'il y a peut-être plus de brevets, c'est rarement plus que 10%. Vous verrez que pour Google, c'était même beaucoup moins, paradoxalement. Vous pouvez d'ailleurs aller sur mon blog si vous le souhaitez pour voir un petit peu plus d'informations que je souligne ici. Donc il y a un petit livre qui aide les gens à se dire mais si j'ai un travail passé ou si je travaille jusqu'à ce que la société soit créée alors que mon collègue a un travail et il n'a pas le temps de s'y consacrer, on pourrait essayer de faire une allocation dynamique des parts. Je ne vous encourage pas nécessairement à lire le livre, il est un petit peu complexe, c'est vraiment un calcul presque horaire du travail qui a été fait, donc c'est un petit peu secondaire, mais ça vaut la peine de le regarder parce qu'il donne une petite idée de rationaliser ce partage en fonction des contributions, en tout cas des contributions passées. Maintenant, il y a des choses qui existent aussi et qui sont tout aussi rationnelles, quelque chose qui s'appelle le calculateur du partage des parts du gâteau, hein. Pareil, c'est vraiment le gâteau. Vous pouvez aller sur le site qui est mentionné là, cmu.edu, c'est l'université Carnegie Mellon sur la côte est des États-Unis. Et l'idée est la suivante, alors je vais passer un petit peu de temps sur ce tableau, mais l'idée c'est de se donner des critères comme qui a eu l'idée, donc c'est un peu la contribution passée, qui a l'expertise et la crédibilité, donc c'est vraiment qu'est-ce que j'apporte dans la future startup, qui s'engage, le commitment et les responsabilités, ce qui n'est pas forcément lié à l'expertise, on peut s'engager et se donner corps et âme dans une startup sans avoir beaucoup d'expérience. Il y a aussi la part de risque, est-ce qu'on part dans la startup alors qu'on avait une position qui pouvait être très sûre par ailleurs, donc il y a un certain nombre de critères, on peut en ajouter d'autres, il n'y a pas de règle, il faut se mettre d'accord. Il faut mettre un poids sur chacun de ces critères. Hein. Donc là, j'ai mis des poids, un poids qui vaut 7 pour le passé, l'idée, 7 pour le commitment, 7 pour le risque, et puis en fait, j'ai mis 5 plus 2 sur l'expertise qui permet d'écrire le business plan, donc c'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir. Donc on pourrait imaginer qu'il y a un poids égal sur l'ensemble de ces valeurs. Et puis une fois qu'on a mis un poids sur chaque critère, on va répartir des notes, hein. Donc ici dans cette grille on donne 10 points par critère, on peut en donner 20 quand il y a trop de fondateurs et qu'on n'a pas assez de finesse, peu importe, mais si on donne 10 points par exemple sur l'idée, c'est pas la personne de business qui pouvait avoir contribué puisqu'elle est arrivée au moment où le projet se met en place, et on peut imaginer que c'est le doctorant qui a énormément développé le code et le prof a fourni des idées, donc là j'ai mis 8 plus 2. On voit bien qu'écrire le business plan, le doctorant a peu d'expérience, il pourra peut-être décrire la technologie mais guère plus, alors que la personne business y contribuera. Idem sur l'expertise et la crédibilité, on peut imaginer que le PhD a moins
de cette dimension-là que les 2 autres personnes. Par contre, sur le risque, si le professeur reste professeur et n'est qu'en concours scientifique, consultant pour la start-up, il n'a aucun risque, alors que la personne business a peut-être quitté son travail, le PhD, il avait peut-être un travail qu'on lui proposait chez Google, il décide de prendre la start-up, donc j'ai mis 5 et 5. C'est un calcul. L'idée de cet exercice, c'est que lorsqu'on est dans une situation réelle, chaque fondateur remplit la grille de son côté, et ensuite, il y a un partage de points de vue, en espérant qu'on a convergé très rapidement. C'est ça l'idée. Alors, si on donne des notes, on donne un poids, on multiplie la note par le poids et on fait la somme sur la grille, on arrive à une note totale pour le doctorant, 131, le prof à 49 points, donc à peu près 50, sur un total théorique de 280, puisque j'avais 10 points fois 4 fois 7, 28, 280. Si on fait le ratio après, on divise, on aurait en théorie 47% des parts pour le doctorant, 18% pour le professeur et 36% pour la personne business. Évidemment, c'est juste un premier calcul, il faudra que les gens discutent et il faudra que ça soit suivi d'une négociation. Donc il ne s'agit que d'un exercice. On espère que les gens ne vont pas trouver un accord en tout cas, et dans l'exercice que j'ai fait là, finalement, on a le doctorant qui aura 45% des parts, le professeur, parce que sans doute il a crédibilité, il était peut-être pas content d'avoir que 18% des parts, il obtient 25%, et la personne business est d'accord pour avoir 30%. À nouveau, c'est un sujet qui peut être sensible, peut-être que le professeur avait trop de pouvoir, c'est une question que je vous laisse méditer. Et puis, j'insiste, j'aurais dû revenir sur la slide précédente, mais méfiez-vous des titres. J'ai mis des titres de CTO, de VP BizDev et de Chief Scientist. En fait, Steve Blank, à qui j'ai emprunté cette slide, dit il ne faut pas mettre de titres dans le début du startup. Il y a des gens qui sont des visionnaires business, des gens qui sont des visionnaires techniques, il y a des gens qui sont dans l'exécution business. Tous ces gens devront probablement aller en face des clients. Il faut se rendre compte qu'au début, les associés doivent presque tous parler et aux investisseurs et aux clients. Donc il y a un travail partagé, il ne faut pas donner des rôles trop figés au début d'une société. Vous pouvez aller sur mon blog à nouveau, je vous ai mis un lien ici sur les raisons pour lesquelles j'ai des doutes par rapport aux différents titres. Et puis pour revenir sur le rôle des professeurs, j'avais eu un débat avec cette femme qui s'appelle Penny Schiffer, qui travaillait à l'époque chez Swisscom Ventures quand j'étais basé en Suisse, qui avait été choquée quand j'avais dit qu'un professeur ne devrait pas avoir 30% d'une startup, ce qui lui semblait très bien. Et elle a fait un petit sondage Twitter qui dit « Which equity percentage is fair if a startup kicks off in a lab but the professor has no active role ?» Donc c'est vraiment le cas, la personne est en concours scientifique mais n'a pas le droit de prendre des décisions. Les 51 personnes qui avaient répondu, 63% pensaient que ça ne devrait pas être plus que 2 à 5% des parts, 20% pensaient que ça pouvait être entre 5 et 15%, et il y avait même 15% des gens qui pensaient que ça devrait être 0%, parce qu'au fond, la propriété intellectuelle appartient à l'institution et pas au professeur. Donc, en faisant, puisque j'aime bien faire des pondérations, si on fait des pondérations de ces pourcentages et de ces votes, on arriverait à quelque chose qui serait entre 3 et 7% selon la moyenne des gens. Donc on voit qu'on est très loin des 18% que j'ai alloués. À nouveau, c'est un élément de réflexion, mais que je trouve intéressant. Il faut avoir bien conscience finalement que ce qui compte, c'est ce que vont faire les gens à l'avenir dans la start-up et moins la contribution passée et même la réputation. Alors, ça ne s'arrête pas là, ça s'arrête parfois là. On a des sociétés qui vont pouvoir se développer, ne serait-ce qu'en faisant du conseil, en travaillant à 3 personnes, mais en général, il faut recruter des gens, il faut parfois même aller chercher des investisseurs. Alors là, on est dans un cas de start-up qui va aller chercher des investisseurs, donc ils connaissent un VC, un venture capitaliste, un capital risqueur, qui propose à la start-up, parce que c'est toujours l'investisseur qui propose, 1 million pour 40% des parts. Et puis il ajoute, vous allez devoir recruter des gens, donc il faut aussi laisser de la place pour les futurs recrues, par exemple un CEO, peut-être un jour, comme Eric Schmidt pour Google, et on aimerait que vous réserviez 20% des parts pour la société, ce qui veut dire que déjà, après ce premier tour à 1 million, les fondateurs n'ont plus que 40%, 40%, 20%, 40%. En plus, je ne vais pas entrer dans le détail de cette présentation, ce n'est pas l'objet de la présentation ici, mais il faut se rendre compte que les investisseurs ont en général des actions préférentielles, des preferred shares, avec des droits très très forts, alors que les employés et les fondateurs n'ont que des common shares ou des actions ordinaires. En plus, les employés en général n'ont pas d'actions, ils ont ce qu'on appelle des stock options, et donc ils ont virtuellement des actions qu'on leur
on leur allouera des stocks options, ils devront exercer en payant ces stocks options pour obtenir des actions. Donc il y a tout un mécanisme de stock option qui est similaire avec un vesting comme je l'avais mentionné tout à l'heure. Et donc, ma table de capitalisation qui était tout à fait simple tout à l'heure avec un professeur qui avait 25% des parts, un étudiant qui en avait 45% et une personne business qui en avait 30%, c'est ce que j'encadre ici. Et en fait, ils ont, pour la bonne forme, 4 500 000 actions, 2 500 000 actions et 3 millions d'actions sur les 10 millions au total à la création de la société. On aurait pu prendre un autre chiffre, peu importe, hein, c'est vraiment tout à fait secondaire. Le nombre d'actions est artificiel, ce qui compte, c'est que le pourcentage reste correct. Eh bien, si il y avait 10 millions d'actions à la création de la société et que, souvenez-vous, les 3 fondateurs n'ont plus que 40%, ça veut bien dire que les investisseurs qui auront eux aussi 40% de la société vont avoir le même nombre d'actions, 10 millions. Et si le plan de stock option c'est 20%, il y aura 5 millions. Donc on a 25 millions d'actions au total ici. Donc 25 millions d'actions, si on divise 4,5 millions par 25 millions, on obtient les 18% et on a la dilution, par exemple, de notre étudiant doctorant. Donc, premier tour de financement, une forte dilution, 2 nouvelles actions qui sont créées, parce qu'une société est toujours autorisée à créer des actions. Elle avait 2 employés au départ, puisque le professeur n'est pas employé. Elle en a 7 cette fois-ci. Et puis, si on a déjà donc 5 nouveaux employés, on va déjà leur donner des stocks options. Et là, il y a une petite chose technique. Eh bien, 4% des stocks options ont été donnés à ces 7 employés. Et puis, il en reste 16% qui seront disponibles pour les futurs recrues. On peut imaginer qu'il y aura d'autres tours de financement. C'était le cas pour Google, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, le premier tour de financement, c'était 1 million de dollars pour 40% de la société. C'était 10 millions d'actions. Si j'ai 1 million de dollars pour 10 millions d'actions, le prix par action, c'est bien 10 cents ou 10 centimes. Je vais parler de centimes par rapport aux euros. Et puis on a un deuxième tour de financement, qu'on appelle de manière générale B, peu importe les dates. Cette fois-ci, la société lève 10 millions de dollars à un prix par action qui est 11 fois supérieur, 1,10 € ou 1,10 $, donc ça vous donne le nombre d'actions qui suivent, et puis un troisième tour, parce qu'on a souvent besoin d'argent, 15 millions, à un prix de 3,61, parce qu'on peut imaginer que la société a fait des progrès. Il y a parfois des tours de financement qui sont des prix inférieurs, alors c'est assez douloureux et pour les fondateurs et pour les investisseurs, mais ça peut arriver aussi, ça ne veut pas dire que la société échoue, mais là, on a donc au total 23 millions d'actions pour l'ensemble des investisseurs, pour 26 millions de dollars qui ont été investis. Alors évidemment, on a une table de capitalisation encore plus complexe, mais avant de revenir à la table de capitalisation, en général, il y a des règles, je reviendrai rapidement là-dessus. Le CEO qui va être recruté, il s'attend à avoir entre 5 et 10% des parts juste avant l'IPO. Les VP, les vice-présidents qui sont au niveau juste en dessous, s'attendent en général à avoir à peu près 1% des parts, entre 0,5 et 2%. Le plan de stock option, c'est quelque chose de dynamique, on l'augmentera, parce qu'en général, on le maintient à 20-30% des actions de la société. Souvenez-vous, Google, c'était même 40%. Mais dans ce plan de stock option qui va permettre d'attirer des managers, des employés de qualité, en plus de leur salaire, ça ne remplace pas le salaire, il y aura ce même mécanisme de vesting qui se fera sur 4 ans. Et puis, petite chose que je n'ai pas ajoutée, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle techniquement un one-year cliff, c'est-à-dire qu'on a le droit d'exercer aucune de ces stock options pendant 1 an. Donc le cliff, c'est l'idée d'une falaise, il y a vraiment un saut, et puis au bout de la première année, on touche 25% de ces actions, puis après, au prorata de la durée, jusqu'à 4 ans, on touche 100%. Alors ça peut être distribué tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres. En général, ça se fait tous les trimestres pour simplifier les choses. Alors je vous mets aussi en garde, il peut y avoir un aspect fiscal, parce que ça peut être parfois vu comme un revenu. Donc il faut faire aussi attention à la mécanique de ces stock options, mais à nouveau, ça n'est pas l'objet de la présentation. Alors voilà, j'ai une table, elle est évidemment de plus en plus complexe, si ce n'est que si vous vous souvenez du travail depuis le début, j'ai toujours le même nombre d'actions des fondateurs, qui évidemment sont diluées, ils passaient de 45 à 18, et puis à 10% pour notre fondateur CTO.
On a nos investisseurs qui ont bien les 23 millions d'actions et qui ont au total 55% de la société. Et puis les employés, on a un nouveau CEO qui a été recruté, il est ici, il a 7,2% de la société juste avant l'IPO, après le tour C. On a des vice-présidents, S&M, Sales and Marketing, Engineering, Produits, et puis un directeur financier qui a ses 200 000 actions qui représentent 0,5%. C'était sans doute des stocks options, il en exerçait une part. Et puis si vous faites la somme de toutes les actions des employés et des stocks options qui restent dans l'entreprise, vous verrez sans doute que le nombre de stocks options a augmenté. On a dépassé les 5 millions qui avaient été donnés initialement. Pourquoi? Parce que la société a grandi, elle est passée de 2 à 7, à 25 et à 70 employés. Donc tous ces pourcentages vous donnent la participation, l'ownership des différents acteurs à différents moments de la société, sa fondation, le série A, le série B, le série C, avec l'idée, j'insiste, qu'on maintient le niveau d'actions et de stock options autour de 20, voire 30% de la société. S'il y a une IPO, c'est un peu le rêve, ça arrive assez rarement. On va en bourse lorsqu'on a une croissance des revenus et parfois des profits qui est solide. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, cette notion d'aller en bourse. Alors ça ne se produit que rarement, mais peu importe, parce que la mécanique de constitution de l'actionnariat est la même. Et si vous vendez votre start-up à un acteur, que ce soit pour 100 millions ou 10 millions ou 1 million, à la fin, chacun aura ses parts en fonction du prorata qu'il possède de la société. Il y a des petites subtilités dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais les actions préférentielles des investisseurs leur donnent des fois des droits supplémentaires. En tout cas, une exit, un événement de sortie apporte de la liquidité en général et aux fondateurs et aux investisseurs, mais aussi aux employés, avec des chiffres qui sont ceux-là et qui sont relativement peu importants ici. Par contre, il faut avoir conscience que si on va en bourse, on a en plus une banque qui va prendre sa part de l'ensemble de la transaction. Et puis si vous vendez une entreprise, il y a parfois aussi des banquiers spécialisés dans les transactions de fusion et acquisition qui prendront leur part. Donc il faut avoir conscience qu'on peut avoir plein de petits détails derrière cette présentation qui reste très générale. D'une manière générale, on peut donner cette règle un petit peu simpliste, qui est rule of thumb, que j'aime bien utiliser, c'est qu'il y a un peu un facteur 5 selon les hiérarchies dans l'entreprise. C'est-à-dire que si on donne entre 5 et 10% à un CEO, on donnera entre 1 et 2% à un VP, on donnera entre 5 fois moins 0,2 et 0,4% à un senior, et puis encore 5 fois moins, je vous laisse calculer les pourcentages, pour des juniors. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça veut dire lorsque vous avez une startup à différents niveaux. Vous voyez que si on a une petite startup avec 20 personnes, si on a 15 juniors, 2 seniors, 2 VP et un CEO, que vous donnez la fourchette haute des pourcentages que j'ai donnés, vous arrivez à 16% pour les employés. Si vous avez une start-up de taille moyenne avec 100 employés, alors on pourrait dire qu'elle a l'air déjà grande. Donc là, j'ai pris le range moyen entre mes deux extrêmes. Vous voyez qu'on est à 28% d'equity au total. Et puis alors, si on a une start-up comme Google, qui a 500 employés, elle en avait même beaucoup plus lorsqu'elle est en bourse, vous voyez qu'on peut monter à 43% si on donne 5% au CEO, 1% au DVP, 0,2% aux 50 seniors et ainsi de suite. Donc ça vous montre qu'il y a toute une mécanique de partage de l'equity pour les employés qui explique aussi qu'à la fin, il est rare que les fondateurs pourront garder la majorité. C'est quasiment hors de question, même si on n'avait pas d'investisseurs. Je connais l'exemple de Logitech, cette grande success story suisse qui avait été fondée par deux ingénieurs. Ils n'ont jamais levé de l'argent auprès d'investisseurs et pour les mêmes raisons, parce qu'ils nous ont donné des stocks options à leurs employés, eh bien finalement les deux voire trois fondateurs n'avaient plus non plus la majorité dans l'entreprise. Petite courbe théorique mais pas inintéressante. Je parle ici des stock options. Quel est le prix pour une stock option? J'ai dit qu'une stock option n'était pas gratuite, mais il faudra la payer pour pouvoir la convertir en action. Eh bien, en général, on dit qu'au moment du série A, le prix d'une stock option, c'est 10% du prix du série A, parce que la startup est tellement risquée, et en plus, les investisseurs ont tellement de droits avec leurs actions préférentielles qu'on considère que 10% du prix des séries A, on n'est pas loin d'un prix correct. Or, si vous vous souvenez, c'était 10 centimes l'action pour le série A, donc ça fait 1 centime pour le prix d'exercice d'une stock option pour la convertir en action. Au moment du série B,
Souvenez-vous, c'était 1,1 $, hein, 11 fois plus que le série A. Ben, si je prends 30% de 1,1, je suis à 33 centimes. Et puis c'était de mémoire 3,61 pour le série C, on monte à 70%. Pourquoi on a cette courbe en S? Parce que si la société va en bourse, le prix d'exercice de notre stock option, une fois que l'entreprise est cotée, c'est le prix de la valeur de l'action au moment où la stock option est attribuée. Donc si on imagine que la startup va en bourse avec 20 $ l'action, là il faudra vraiment qu'on soit à 100% pour le prix d'exercice. Donc on a une montée en douceur qui se fait de cette manière. C'est un petit peu technique, mais je ne pense pas inintéressant de comprendre qu'il y a une double évolution du prix. Le prix par action va évidemment, on l'espère, augmenter, et le pourcentage entre le prix des actions et le prix d'exercice de la stock option va lui aussi augmenter pour aller vers 100%. Alors voilà cette affreuse table de capitalisation que j'utilise comme template, et le fichier Excel est disponible. Donc j'ai une société que j'ai appelée Computer Systems dans la high-tech, qui a été créée en 2006, qui va en bourse en 2010, avec mes 3 fondateurs. Hein, j'utilise des petits F qui avaient au départ 45, 25 et 30% de la société, des investisseurs qui devaient être toujours là avec plus ou moins leurs 51%, alors un peu moins, ils sont dilués. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions qui sont vendues en bourse. Vous voyez qu'on a 7% des actions qui ont été vendues, il y a 350 000 actions qui sont vendues pour lever 70 millions de dollars. Alors il y a une petite astuce que vous pouvez ne pas avoir vue, mais qui se produit souvent dans les startups, c'est qu'il y a eu un mécanisme qui a été mis en place, et je vais le mettre en rouge ici, c'est qu'il y a eu un stock split. Toutes les actions ont été divisées, tout groupe de 10 actions est devenu une action, si bien que, si vous vous souvenez de nos fondateurs, il avait 4 500 000 actions, il n'en a plus que 450 000. Peu importe, parce que ce qui compte, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le pourcentage. Si le nombre d'actions diminue d'un facteur 10, le prix par action va être, lui, multiplié par un facteur 10 pour que la valeur totale des actions qu'une personne possède soit la même. Et en effet, regardez, le prix par action, il est ici de 200 $, alors que j'avais dit 20 $ tout à l'heure. Donc on a ce facteur 10 qui compte. Alors dans ces tableaux, je mets aussi les revenus de la société. Ils sont ici. On voit qu'en 2008 et en 2009, on parle de société à forte croissance. Les revenus sont passés de 20 à 100 millions. J'ai 200 employés dans ma startup, donc on peut voir un petit peu la valeur de la participation en moyenne par employé. Hein. Souvenez-nous que notre startup a été passée de 2 employés à 200 employés en 4 ans. On parle de forte croissance. Et on a ce mécanisme total avec toujours nos managers, nos employés et nos investisseurs. Et on a construit une table de capitalisation sur des mécaniques finalement relativement simples depuis le début. Ça, c'est la table de capitalisation de Google. On retrouve nos 2 fondateurs, Larry Page et Sergey Brin, qui avaient 50% chacun. Alors, pour des raisons un peu curieuses, l'université de Stanford avait été vue comme un investisseur. La réalité, c'était un actionnaire. On les retrouve là. On retrouve les autres investisseurs, et j'ai mis ici les tours de financement en octobre 98, mai 99 et mai 2001. On voit à peu près 1 million, 25 millions et même 15 millions, j'avais dit 1 million tout à l'heure, avec le nombre d'actions. Un prix par action qui a augmenté, hein, exactement la même mécanique que le cas d'école que j'avais tout à l'heure. Et puis, des employés ici, et ici dans nos managers qui vont représenter 40% de la société, là où les investisseurs ne représentaient, ce qui est assez étonnant, que 22% pour Google. Si vous voulez avoir d'autres exemples sur mon blog, vous trouverez des 600 exemples de startups pour vous montrer que ces choses-là existent un petit peu partout. Alors je voudrais terminer, je l'ai promis, par des aspects plus culturels et un petit peu moins techniques. Ça vient de quelque chose qui s'appelle The 5 Dysfunctions of a Team, et l'auteur insiste sur cette pyramide des valeurs entre fondateurs, et je vais essayer de les décliner un petit peu rapidement, l'une à une dans les bases de la pyramide. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait de la confiance. Si entre fondateurs, il y a une absence de confiance et donc de capacité à se parler de tout, eh bien, on va se remettre dans une situation difficile où les fondateurs ne sont pas totalement ouverts à parler de manière authentique de tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et je pense que la confiance, c'est ça, on est tous d'accord. Je ne dis pas qu'on est tous d'accord, mais c'est le pilier essentiel. La confiance permettra l'absence de peur
des conflits, parce que si on a peur des conflits, on ne pourra pas s'engager dans des débats passionnés. Alors il ne faut pas que les débats passionnés soient destructifs, bien sûr, ce serait une catastrophe, mais par contre, il faut pouvoir, parce qu'on a confiance, pouvoir avoir des débats qui permettent de faire avancer le projet. Il ne s'agit pas de débattre en permanence, mais il ne faut pas avoir peur des conflits. Grâce à cette absence de peur des conflits, on peut s'engager, parce qu'un manque d'engagement dans une start-up, c'est une catastrophe. On ne peut pas mentir, on ne peut pas faire à moitié. Une start-up, c'est une véritable aventure. C'est comme une famille. Et vous savez très bien comme moi que les familles ne fonctionnent pas forcément toujours bien sur la durée. Et non pas la raison principale, mais la deuxième raison principale d'échec dans une start-up, c'est les mauvaises dynamiques entre fondateurs. Il faut juste savoir que la vraie raison d'échec des start-up, c'est l'absence d'un marché. On l'oublie souvent. Mais il faut une capacité à être capable de s'engager. Après, s'engager, c'est une chose, mais il faut aussi accepter ses responsabilités. Il ne faut pas hésiter à être comptable des choses que l'on fait. Alors, il ne faut pas hésiter non plus à parler, à échanger. Il faut vraiment comprendre que la comptabilité, c'est aussi un travail de groupe. On n'est pas en silo, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on va travailler comme petit groupe de fondateurs, il faut travailler tous ensemble. Et quand on ne sait pas, il ne faut pas hésiter à les demander. Et puis la dernière slide de cette chose-là, c'est l'inattention au résultat. C'est-à-dire que être responsable des choses, mais ne pas être orienté résultat, ce serait une catastrophe. Donc il faut absolument essayer de s'engager dans ces 5 valeurs qui sont la confiance, la capacité à débattre, s'engager complètement, ne pas fuir ses responsabilités et surtout être focalisé sur la réalisation des résultats.